Donc, nous allons démarrer cette table ronde qui, en gros, est organisée autour du syndicalisme. Alors, pour que ce ne soit pas, et que les choses soient claires, une séquence, une table ronde où le SNEP-FSU se pose des questions sur lui-même, une sorte d'introspection sur un certain nombre de choses, à l'occasion de notre 40e anniversaire d'intégration. Nous avons très clairement mis un titre dessus qui dit que nous allons discuter avec nos invités du rôle du syndicalisme du SNEP-FSU dans la reconnaissance de la discipline qu'est le PS. Eh bien, une fois que j'ai dit ça, j'ai ici 4 intervenantes et intervenants. Alors, Martine Leferrand, élue secrétaire nationale du SNEP en 1979, et donc tu étais en responsabilité au moment de l'intégration, secrétaire générale adjointe en 2007, successivement au sein du SNEP-FSU, en charge des questions corporatives, donc liées à la carrière, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi de la fonction publique, jeunesse et sport, et jusqu'à ce jour, le thème qui va nous intéresser, ou le dossier qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est celui de nos salles de classe, à savoir des installations sportives. Guilhem Bézier, professeur agrégé d'éducation physique et sportive, docteur en STAPS, il a commencé sa carrière à l'Université d'Avignon, où il a été directeur du département STAPS. Depuis, il a fait un choix pour le moins original dans le parcours de la grande majorité des collègues, puisqu'il a réintégré le second degré et aujourd'hui il enseigne en collège à Bandol, dans le Var. Il est notamment auteur de l'ouvrage qui s'appelle « Une histoire syndicale de l'éducation physique de 1880 à 2002 ». 2 points, la force du militantisme. L'orientation, on peut dire, du thème traité est donnée dès le titre, qui est paru aux éditions Sileps en 2007. Jean Lafontan, secrétaire national, comme Martine, au moment de l'intégration du SNEP-FSU, et ancien secrétaire général du SNEP de 1997 en 2007. Aujourd'hui, il assure, on peut le dire comme ça, la responsabilité du président du centre EPS et Société, qui est le bras pédagogique du SNEP, avec des collaborateurs, notamment des chercheurs, certains sont présents ici, qui prêtent volontiers la main au centre dans ces travaux. Et enfin, Laurent Fragerman, professeur agrégé d'histoire, enseignant au lycée Lamartine à Paris, mais également chercheur au CERLIS à l'université Paris 5, et également à l'Observatoire de la vie fédérale de notre fédération syndicale unitaire, la FSU. Eh bien, une fois ces présentations faites, je vais proposer à Laurent de démarrer cette table ronde en nous parlant de l'éducation physique et sportive dans le syndicalisme enseignant depuis les années 50, donc on est dans la période bien avant 81, mais aussi du SNEP dans le syndicalisme enseignant et la mise en place d'un certain nombre de problématiques jusqu'en 67, et enfin sur des questions de ce que tu appelles une nouvelle ère au SNEP-FSU, à savoir l'arrivée à travers les élections internes de la majorité de sa tendance ou son courant de pensée unité-action, qui est toujours majoritaire aujourd'hui au sein du syndicat. Voilà, mais je te laisse la parole, Laurent. Merci beaucoup, merci Esmet. Alors, je vais donc vous parler, je m'adresse surtout aux étudiants de STAPS. J'ai bien conscience que je vous parlais de professeurs d'EPS il y a 70 ans et du syndicalisme enseignant. Quel est l'intérêt qu'on peut trouver à cette question-là? La première, c'est ce qu'a dit Angelco dans la problématique générale de cette table ronde. La première question, c'est que les professeurs d'EPS sont à la base, au départ, dans le monde de l'éducation nationale, c'est une catégorie périphérique. Périphérique ne veut pas forcément dire méprisé, je reviendrai dessus sur un peu, parce que l'intérêt aussi de l'histoire, c'est que quelquefois les gens sont beaucoup plus francs qu'aujourd'hui. On va penser la même chose, mais on va utiliser toute une série de périphrases. Donc vous verrez, j'aborderai quelques citations assez intéressantes sur l'image des professeurs d'EPS vue par les autres syndicalistes enseignants. Donc dans cette question
une profession périphérique qui se bat. Alors, la question de la discipline, enfin, de la pratique physique et sportive dans l'enseignement primaire pose moins de questions, hein. On la voit dès la fin du 19e siècle, mais elle n'est pas assurée par des professionnels à part entière, hein. Ce sont les instituteurs qui s'en occupent. Dans le second degré, c'est un corps spécifique, les professeurs de PS, et en fait, c'est même deux corps spécifiques, c'est aussi les maîtres de PS qui sont moins qualifiés, qui vont s'en charger. Et donc, ce que je vais un peu vous conter en 15 minutes, donc de manière très rapide, c'est comment les professeurs de PS, avec leurs organisations syndicales, se sont battus pour assurer leur reconnaissance dans le système scolaire et comment, en quoi le syndicalisme enseignant était un médiateur très important. C'est un peu ça le sujet. Je préciserai pour tout le monde, et notamment que j'interviens sur un sujet, le SNEP, qui a été très bien traité par deux thèses tout à fait intéressantes, celle de Guilhem, qui est ici présent, et aussi celle de Nathalie, qui a ouvert le colloque. Donc, il ne s'agit pas pour moi, j'ai rien de plus à apporter sur ces questions. Moi, j'ai travaillé sur le syndicalisme enseignant en général, et c'est donc ce point de vue plus global que je vais aborder maintenant. Alors, très rapidement, sinon je vais perdre mon temps, pourquoi le syndicalisme enseignant est important pour cette reconnaissance des profs de PS? Tout simplement parce qu'il est très fort, très puissant. Là, je commence aux années 50, c'est-à-dire qu'on a, dans les années 50, plus de 60% des enseignants qui sont syndiqués et un syndicalisme qui n'est pas en position de pouvoir, c'est le ministère qui gère, mais qui est en position de partenaire écouté de ce pouvoir et qui sait se faire entendre. Donc, du coup, si à l'intérieur de ce syndicat, c'est très important pour un certain nombre de professions d'être écouté et soutenu par la fédération. Et celui qui est un peu l'arbitre de ces questions-là, quand il faut se mettre d'accord sur les revendications, c'est le bureau fédéral, dans lequel se retrouvent les premiers dirigeants de chaque syndicat national. Alors, c'est un syndicalisme il y a les instituteurs d'un côté, le SNI, il y a les autres enseignants du second degré, le SNES, et enfin, jusque dans les années 60, un autre syndicat pour l'enseignement technique, je passe. Et donc, finalement, pour les représentants du SNEP, donc le syndicat des professeurs de PS, il faut donc se faire entendre, convaincre leurs collègues d'autres professions, et ils savent que c'est une première étape tout à fait décisive pour être entendu du ministère. Voilà. Deuxièmement, le syndicalisme enseignant doit une partie de sa force au fait qu'il incarne des identités professionnelles. Un colloque tel que celui que vous le voyez ne sera pas organisé par tous les syndicats dans tous les métiers, parce que c'est rare qu'une organisation se préoccupe autant du métier, de la façon de faire son métier. Là, on ne va pas avoir un... Alors, si je pense à la CGT Renault, dans les années 80, elle a lancé de grandes campagnes pour que la firme lance une voiture populaire. C'était l'ancêtre de la... C'était pas la Kangoo, j'ai oublié le nom. Enfin, non, après la 4L, il y a eu toute une campagne. Ils ont même fait à un moment donné des maquettes d'un véhicule qui soit pas cher. Donc, je dis pas que ça n'existe jamais, mais d'une manière. Donc, et ils ont d'ailleurs convaincu à un moment donné cette firme de lancer cette voiture. C'est la Twingo. Enfin, c'était avant la Twingo. Le syndicat joue un rôle dans cette affaire-là. Simplement, c'est bien plus ancré au cœur du travail du syndicalisme des professeurs d'éducation physique, cette vocation pédagogique et cette vocation à défendre le métier. Tout ça étant complètement lié dans la tête de ses dirigeants. Ce n'est pas toujours si simple dans la réalité, mais le syndicat va tout faire pour que ça aille dans le même sens. Tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, ces identités professionnelles, ce n'est pas seulement celles des professeurs de PS, c'est aussi celles des instituteurs. Elles sont très importantes. Du point de vue des professeurs de PS, puisque c'est le sujet du jour, il faut bien voir qu'il y a une dualité qu'on retrouve, je vous verrai en conclusion, j'ai fait une enquête qualitative, je fais à la fois une thèse d'histoire sur les années 50, puis j'ai continué, y compris avec des entretiens qualitatifs auprès de collègues de PS de la Loire et du Nord dans les années 2014-2015, on retrouve la même dualité chez les collègues encore aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'on est des professeurs à part, différents des autres, ou est-ce qu'on est des professeurs à part entière? Et c'est une tension qui est permanente et qui s'exprime bien aussi dans les arguments que le SNEP va porter. Alors, mon premier point, je vous le dis, c'est la mise en place de ces problématiques, qui sont encore les nôtres aujourd'hui, mais évidemment dans un contexte très différent, c'est les années 1950. D'abord, une problématique d'être coincé entre deux ministères. Donc là, je vous fais très rapidement l'origine de cette décision de 1980 de rattacher l'éducation, le sport, l'EPS, à l'éducation nationale. En fait, dans les années 50, c'est un peu compliqué, je vais aller vite, mais on a globalement un grand ministère de l'éducation nationale qui intègre les questions de la jeunesse, du sport, mais toutes les questions sportives.
Et la difficulté, mais en même temps, il y a toujours cette dualité entre professeur de sport dans un établissement scolaire, de PS, excusez-moi de temps en temps, je dirais professeur de sport, ne me fusillez pas du regard, professeur de cette activité-là, et le mouvement sportif. Donc, à l'intérieur même de ce ministère. Ensuite, avec De Gaulle, on va définitivement séparer les ministères. De Gaulle va faire un ministère de la culture, un ministère jeunesse et sport, un ministère de l'éducation nationale. Et avec toujours les profs de PS qui sont un peu le cul entre deux chaises. C'est ça, cette difficulté. Alors, la bataille du SNEP, elle est d'abord de dire on veut être assimilé aux autres collègues. C'est donc de se définir d'abord comme des professeurs. Il y a une contradiction puisqu'il relève du ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors, je vous ai expliqué que ça dépend des moments, mais enfin, globalement, ils sont toujours attachés quand même à quelque chose d'un peu périphérique. Et leurs inspecteurs, ils ont un vrai problème parce que leurs inspecteurs, alors, désolé pour les étudiants du STAPS, mais le système scolaire est très normé. Donc, quand vous avez une catégorie comme les professeurs d'histoire, que j'apprécie particulièrement, vous avez au-dessus de vous des inspecteurs qui sont officiellement les meilleurs de votre discipline, et vous avez un doctorat. Donc, il y a une agrégation qui est le symbole de le mérite d'enseignant, et il y a un doctorat. Il y a tout un système cohérent. Et vous avez des facultés d'histoire dans les universités. Voilà, tout ça fait sens. Le problème, c'est que tout ça relève de l'éducation nationale, sauf pour les profs de PS, dont les inspecteurs ne sont pas des inspecteurs de l'éducation nationale, mais des inspecteurs jeunesse et sport. Alors, ça fait déjà un premier problème, puisque ceux-ci, qui sont également syndiqués à la FEN, sont en conflit systématique avec le SNEP, puisqu'ils disent on ne veut pas être attaché en tant qu'inspecteur à la seule éducation nationale, aux seules directions scolaires. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que il y ait, alors, excusez-moi, la citation c'est l'inverse, c'est celle du SNEP, il dénonce le caractère polyvalent de ces inspecteurs, qui a comme conséquence que ceux-ci ne sont ni des enseignants, ni des spécialistes de culture populaire, et donc il dénonce le fait que, contrairement aux autres directions d'enseignement, les professeurs de PS ne sont pas contrôlés administrativement et sur le plan pédagogique par leurs pairs, c'est-à-dire par d'anciens professeurs qui sont devenus inspecteurs. Voilà. Donc il y a déjà un problème au niveau des inspecteurs, donc de la hiérarchie de ces enseignants. Ce qui fait que le SNEP, dans les années 50, va finir par dire il y en a assez de cette dualité, on va demander une direction de l'éducation physique au sein même du ministère. On ne veut plus être attaché aux questions de jeunesse et sport. Donc c'est très tôt, c'est sur des enjeux un peu concrets que ça va se poser. Et parce qu'ils trouvent que c'est trop confus. À force d'être sur deux tableaux, ils ont une difficulté. Alors je passe à l'identité professionnelle ambivalente. Ce que je vous disais, tout d'abord, non, ça je passe. La place de l'EPS. Alors, la grande question pour les syndicalistes, c'est d'assimiler notre professeur du secondaire, y compris en termes de salaire, ce qui demande aussi une agrégation. Or, il n'y a pas d'agrégation de l'EPS à l'époque. Et obtenir cette agrégation, qui est donc, ça rejoint l'intervention de Christian Couturier à la table ronde précédente, il y a des aspects budgétaires, corporatifs. Évidemment, les profs de PS n'ayant pas d'agrégation n'ont pas cette possibilité d'avoir moins d'heures de cours et d'être mieux payés, tout simplement. Donc, vous comprenez que ça soit une question sensible pour eux. Mais il y a un autre enjeu qui est un enjeu tout simplement de prestige, c'est-à-dire que ma discipline dans l'éducation, dans le second degré, n'est pas reconnue. S'il n'y a pas d'agrégation, ça veut dire qu'on est une sous-discipline. C'est ça qui est derrière, d'où le terme de reconnaissance est très important. La reconnaissance n'est pas que matérielle, la reconnaissance, elle est également symbolique, elle est également là, sur la place de chacun, ne serait-ce que dans une salle des professeurs. Alors, ils ont quand même une école normale supérieure, l'ENSEP, qui existe toujours, mais dans cette... Donc, les syndicats de l'EPS demandent la création de l'agrégation. Les autres syndicats de l'enseignement secondaire, donc notamment le SNES, leur disent oui, mais ce n'est pas vraiment une agrégation, ce que vous prévoyez, ce n'est pas conforme aux autres, ce n'est pas la même chose, donc on le met de côté. C'est-à-dire qu'au début, il y a un blocage sur cette question-là. Voilà, je passe sur les détails, mais pour vous dire que l'argumentaire, alors en même temps, le SNEP se bat pour que il y ait plus d'heures d'éducation physique. Ça n'est jamais exclusivement le combat syndical, un combat pour les enseignants. C'est toujours lié, si les enseignants sont mieux payés et s'il y a plus d'heures de PS, et si, vous voyez, c'est une cohésion qui est recherchée. Et donc, ils demandent, ils sont en train de réfléchir à une réforme de l'enseignement idéal dans les années 50. Et alors, le représentant du SNEP, Néomé, Yves Franco, il dit qu'il faudrait 10 heures d'éducation physique par semaine, réparties sur 3 après-midi.
Alors, on pourrait dire c'est l'exemple allemand, sauf que dans les années 50, on ne va pas prendre l'exemple allemand toutes les 2 minutes pour justifier une politique publique. Et puis, on veut que ça soit bien des professeurs qui assurent ça, et pas des animateurs, ou que ça soit laissé à des structures communales ou autres. Et donc, les autres, leurs collègues leur disent non, mais ça fait trop d'heures, regardez, ça fait une moyenne de 9 heures de cours par jour. Bon, on a un débat pédagogique. Et finalement, on va même à l'inverse, alors même que, bon, on voit le SNEP qui met la barre haut à ce moment-là. D'un autre côté, un représentant du SNES dit c'est pas normal que les stagiaires du CAPES, c'est-à-dire les jeunes profs, soient astreints à une matinée entière d'éducation physique qui cause une fatigue évidente. Donc, on a bien une réticence pour une école où finalement on se dit que l'enseignement est là pour les matières intellectuelles et tout ce qui relève du corps va être clairement minoré. Alors finalement, en 58, parce que les professeurs de PS en même temps sont une catégorie reconnue, c'est un syndicat qui est écouté. Donc on décide que le compromis, c'est une discipline comme les autres, et il faut donc que ces enseignants aient un sort et des responsabilités analogues à ceux des autres disciplines. Autrement dit, la fédération va soutenir leurs revendications avec quelques arbitrages. Alors, en même temps, donc, allant jusqu'au bout de cette logique, les autres dirigeants fédéraux disent aux profs de PS, ben voilà, on va rattacher les profs de PS aux différentes directions du ministère dont relèvent leurs établissements. Et donc, un prof de PS ne serait pas différent d'un prof d'histoire-géographie. Il serait comme les autres, syndicat à part entière, un prof à part entière. Alors là, tout de suite, les représentants du SNEP disent « Attention, non, il ne faut peut-être pas exagérer, on va mettre des limites. » Alors, quel est leur argument? C'est les profs de PS seraient vite étouffés par les autres catégories. C'est clair. 35 000 profs de PS aujourd'hui, voilà, les profs d'histoire sont aussi nombreux, donc on ne va pas plus peser que dans une organisation que si on a quand même notre spécificité. Et deuxième argument plus pédagogique, puisque c'est quand même un monde où si on se contente de dire ça ne nous arrange pas, ça va être difficile à faire passer. Donc un argument pédagogique, le corps des professeurs de PS a une unité particulière du fait de sa formation, les premiers STAPS, et de sa répartition indistinctement dans tous les établissements de tout degré, exception faite des écoles primaires et des centres d'apprentissage. Autrement dit, on n'est pas que sur le second degré, on a quelques adhérents dans les universités, on a une petite branche dans l'éducation populaire, donc on est plus large. Bon, c'est le genre d'argument qui, si on le transpose au plan syndical, est encore aujourd'hui utilisé par le SNEP pour dire aux gens du SNES, on est sur le même terrain, mais on va garder notre syndicat spécifique. Très franchement, alors là, la comparaison avec les profs d'histoire-géo n'est pas la meilleure. Il faut savoir que le SNES est un syndicat multicatégoriel dans lequel vous avez les conseillers principaux d'éducation. Eux aussi sont à la fois à part entière des profs et très différents, bien plus différents qu'un prof de PS. Ils n'ont pas les mêmes lieux où ils travaillent. Il y a plein de raisons qui peuvent être mises en avant pour dire ce ne sont pas les mêmes. Il y a des grandes différences. Bon. Mais historiquement, le combat pour le PS, plus fort que celui des profs, les CPE du SNES ont leur histoire très particulière intéressante, mais et le nombre quand même fait que le SNEP est resté à part et s'est toujours battu pour qu'il y ait quand même quelques éléments distinctifs. Alors, je continue. On se retrouve avec la revendication d'une direction de l'éducation physique à l'intérieur du ministère, donc que ce soit vraiment que ce soit spécifique quand même pour les profs de PS, pour le PS, et dans ce cadre-là, avec la revendication de l'intégration au ministère de l'Éducation nationale. Donc une intégration pleine et entière, mais quand même aux conditions des profs de PS. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas bouger dans le corpus revendicatif du SNEP jusqu'à la victoire finale de 1981 et la suite. Alors, l'image de l'EPS, je vous ai fait du teasing, j'ai essayé de commencer par là. Eh bien, dans les années 50, toujours, on discute du doctorat d'éducation physique et la réponse du secrétaire général de la FEN, qui est un professeur de collège, Laverne, il dit « Une thèse sur les différentes méthodes employées au basketball, par exemple, ne peut pas être assimilée au doctorat. » Pas exagéré. C'est un tort de vouloir calquer l'organisation de la profession sur les autres catégories. L'éducation physique a sa propre originalité qu'elle devrait conserver. Alors là, vous voyez à la fois clairement le côté condescendant par rapport aux activités physiques et en même temps qu'on va essayer de camoufler en disant « Oui, mais c'est votre originalité, vous-même, vous l'avez dit. Donc, vous êtes différent, donc pas forcément besoin d'une agrégation ou encore moins d'un doctorat. » Alors, ce qui est étonnant, c'est que là, c'est en bureau fédéral que ça se discute et les procès-verbaux sont très clairs. On a les traces des clashs à l'intérieur de ce bureau fédéral. Par exemple, quand le dirigeant du SNI s'oppose au dirigeant du SNES, c'est deux identités professionnelles fortes, il y a des fois, il y en a un qui claque la porte. Eh bien, on n'a pas trace
je n'ai pas noté un tel choc au moment où Lavergne nous explique que le basketball, on ne peut pas faire une thèse. C'est-à-dire que c'est encore un propos qui est disciple. On peut encore dire ça dans les années 50. Évidemment, par la suite, je n'ose imaginer la réaction des collègues du SNEP si on avait eu une répétition de cette scène. En même temps, dans la même séance, un autre, c'est le dirigeant pédagogique de la FEM de l'époque, donc vous avez bien compris que c'est vraiment 90% des électeurs et 60 ou moins % des enseignants, celui-ci déclare que ce sont les professeurs d'EPS qui peuvent connaître le mieux les élèves, car ils les voient dans une atmosphère de liberté, alors qu'il existe toujours une certaine contrainte dans les relations avec les professeurs des disciplines intellectuelles. Et on voit bien ce qui est en partie un stéréotype qui existe toujours, cette fois-ci positif pour les professeurs d'EPS. Voilà, ça fait partie encore aujourd'hui des grands arguments pour les valoriser. Alors, très rapidement, parce que je sens qu'on va me couper sinon, besoin d'une fédération. Alors, il y a besoin d'une fédération forte, ça je peux passer. Je dirais qu'il y a un grand changement. Alors, par contre, Jules, tu vas pousser tes affaires. C'est la deuxième ère, c'est quand on a un changement de majorité au sein du SNEP. Et on passe à une majorité unité-action. Alors, je ne vais pas vous expliquer en 2 minutes ce qu'est une unité-action. C'est une tendance, c'est un courant plus combatif du syndicalisme enseignant. Voilà. Et alors là, on a une grande figure que j'ai eu le plaisir de connaître, donc Marcel Berge, qui, c'est en 1970, moi je ne l'ai pas connu à cette époque-là, il faut être clair. Et donc, on a une nouvelle génération de militants qui arrive. Et ces militants, donc, sont des militants qui sont proches de la CGT. Marcel Berge donc, devient secrétaire général du SNEP. Il nous dit « Mon engagement, il me paraissait personnellement d'autant plus efficace qu'il se situait simultanément sur le plan professionnel, syndical et politique. » Et donc, on a là un SNEP qui va évoluer dans une branche plus combative. Et encore aujourd'hui, quand on interroge les enseignants d'EPS, j'ai fait une grande enquête sur les enseignants de plusieurs catégories. Et la distinction des profs d'EPS par rapport au syndicalisme, c'est qu'ils valorisent plus le côté combatif du syndicalisme. Et moi, je crois vraiment que c'est lié à la tradition du SNEP, dont va nous parler Jules, qui est une tradition toujours d'essayer de trouver de nouvelles voies pour lutter. Ça, c'est vraiment le SNEP unité-action. Il y a vraiment un changement de… Et la grande période de mise en place de tout ça, c'est les années 70. On a aussi un syndicat qui est toujours à défendre l'identité professionnelle des profs de PS, c'est une constante, et un syndicat pédagogique qui va insister dessus avec une dimension intellectuelle très forte. Et moi, en tant que chercheur, j'ai côtoyé des dirigeants du SNEP depuis 25 ans. Donc, après, je vous montre Rouillet, que j'ai connu également. Jacques Rouillet était… Pourquoi ça ne descend pas? Ah oui, bon, ça va être… Ah, c'est là, oui. Excusez-moi, ça vous fait un moment de respiration. Donc, Jacques Rouillet était absolument aussi de ce type de dirigeants. Il y en a beaucoup au SNEP qui vont vous parler de pédagogie à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, qui sont complètement imprégnés de cela, de cette volonté systématique de trouver de nouvelles façons. Enfin voilà, c'est vraiment, je ne développerai pas, mais c'est vraiment quelque chose qu'ils vivent. Et il n'y a pas de syndicat enseignant qui ait ça d'une manière aussi forte. Je n'ai pas vu ça. J'ai vu un intérêt pour la pédagogie, mais à ce point-là, c'est tout à fait particulier. Donc ces militants vont donc jouer un grand rôle. Ils sont exclus de la FEN. Il y a une scission en 1992. Le SNES et le SNEP sont exclus parce qu'il y a un désaccord politique entre les deux grandes organisations. Et au moment de l'exclusion, finalement, c'est la grande victoire pour la FSU, c'est le meilleur moment pour le SNEP en fait. Parce qu'ils sont exclus, mais non seulement la fédération dans laquelle ils sont, la FSU, reste majoritaire, gagne des voix, mais eux, ils se présentent pour la première fois chez les anciens maîtres d'EPS et ils obtiennent une victoire écrasante dans ce domaine-là aussi. Et donc, c'est bien la preuve que l'identité professionnelle du corps, elle se constitue non plus autour des anciens maîtres d'EPS, mais bien autour de professeurs d'EPS à part entière comme les autres. Et ça, c'est un point important. Donc, on a une position pédagogique particulière, c'est-à-dire un SNEP, je vous l'ai dit, qui travaille beaucoup cette question-là et qui, dans la Fédération syndicale unitaire, se retrouve un peu un passeur entre les instituteurs qui ont toujours affirmé cet intérêt pour la pédagogie et aussi, en même temps, ils ont quand même au SNEP la culture du second degré, notamment celle des disciplines, puisqu'ils défendent leur propre discipline. Et donc,
ils sont des passeurs idéaux, ils vont occuper cette position-là de responsable pédagogique de la FSU, qui est quand même de loin le grand syndicat majoritaire de l'éducation nationale, alors qui fait plus 60% de syndiqués, hein, on n'est plus dans cette période, mais il y a encore des bons résultats, avec Alain Becker ici présent, avec toujours aussi dans le même colloque, on a un autre responsable, Michel Fouquet, hein, qui s'est aussi occupé des questions pédagogiques à la FSU. Donc, une place des professeurs d'EPS bien supérieure à leur nombre dans le métier, grâce au syndicalisme, grâce aussi aux actions qu'ils impulsent. Hein, ça, c'est vraiment la période unité-action, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité régulièrement de rappeler à toute la société que l'EPS, c'est quelque chose d'important. Et donc, il y a une efficacité du syndicat qui explique sa force. Alors, une dernière fois, je fais ça. Alors, aujourd'hui encore, quand on interroge, c'était en 2017, j'interrogeais, ah, c'est fini là, ouais, là, je relance. Si tu peux, alors soit tu conclus très rapidement, Ouais, soit on dit que tu as déjà conclu et tu reviens après. Tu as même le choix. Je vais dire que j'ai déjà presque conclu, mais on me l'a enlevé. En fait, ouais, non, il y a un complot contre moi. Donc, ah non, c'est là. Je reviendrai dessus, oui, dans la discussion, mais très rapidement. Donc, j'ai fait une enquête militance auprès de… Alors, il y avait pas seulement des profs de PS, mais 430 professeurs de PS ont répondu avec un échantillon représentatif. Donc, c'est une très belle enquête. J'arrête là pour ma publicité. En tant que professeur de PS, est-ce que vous estimez que votre discipline est reconnue? C'est quand même une des grandes questions. Est-ce qu'encore aujourd'hui, la profession est mal vue? Les collègues répondent majoritairement oui. Hein, c'est les couleurs vertes. Ils pensent qu'ils sont, mais quand même, donc le premier résultat, c'est oui, on est bien reconnu dans l'ensemble. On n'a pas une place qui est encore à conforter, à consolider. Mais en même temps, si vous regardez dans le détail, on se sent mieux apprécié par les élèves, par l'équipe de direction d'établissement que par les collègues. Donc, il y a encore un petit peu un reste de quelques bisbilles qui ont pu exister. Sans compter, alors c'est en gris, hein, la modalité en gris, c'est ceux qui ne savent pas répondre, hein, qui trouvent que la question est un peu bizarre. En gros, il y a des collègues avec lesquels on s'entend bien, puis il y en a d'autres avec lesquels c'est une catastrophe. Donc, encore aujourd'hui, on ne peut plus dire aujourd'hui que la profession est complètement marginalisée, périphérique, mais il reste quelque chose de cette période. Les enseignants veulent toujours de PS. Alors, les enseignants veulent toujours… Alors ça, je commenterai plus tard si nécessaire, mais les enseignants de PS veulent toujours un syndicat à part entière, le SNEP. C'est-à-dire que l'argumentaire que je vous donnais sur les profs d'histoire, c'est pareil, ou les CPE, ils s'en moquent. Ils sont très majoritairement pour garder leur propre syndicat, et encore plus quand on parle des syndiqués au SNEP. Donc cette tradition-là a plus beaucoup de raisons d'être, je dirais, si on est vraiment sur le plan des structures de l'éducation nationale, puisque l'EPS est depuis longtemps une discipline comme les autres, puisqu'il y a même plus, alors il y a encore le CAPEPS, il y a encore des concours spécifiques pour combien de temps, il n'y a plus quasiment de commission paritaire, il y a toute une série d'éléments, on pourrait dire, du point de vue du syndicalisme enseignant, pour dire, bien, fusionnons tout ça dans un seul syndicat, ce sera plus simple, mais en réalité, les collègues sont très attachés à ça, parce que, et je reviens à l'enquête de terrain du début, il y a cette ambivalence à part entière, à part, et il y a cette idée quand même qu'il ne faut pas être trop fusionné. Et je finis là en m'excusant d'avoir été trop long. Laurent, je te remercie. Alors, c'est pas de ta faute. Tu as légèrement débordé par la faiblesse de l'animateur de la table ronde. Je m'adresse évidemment aux trois suivantes. Ne prenez surtout pas exemple parce que je serai entraîné, si j'ose dire. Je passe la parole à Jean Lafontan. Donc, puisque Laurent nous a parlé d'un syndicalisme unité-action combatif, eh bien, ça tombe bien. Jean Lafontan, donc, qui était responsable du syndicat, je le redis pas. Donc, je t'invite à revenir sur la période précédant l'intégration, la nature des revendications, le rôle de la profession, c'est faire deux choses à la fois, le rapport aux politiques et les suites à l'intégration de ce point de vue. Ouf, heureusement que j'ai pas travaillé avec l'ordinateur. Bien. Oui, les points techniques, on n'a pas raison de moi. Je sais pas si je suis voilà.
Moi, j'ai fait papier crayon. Bien, bon, écoutez, après ce petit technique qui nous dépasse, je n'ai pas bon signe pour un délicat syndical. Voilà, c'est bon, c'est bon. On reste là. Ouais. Bien, je suis venu avec une idée particulière, c'est de vous convaincre que pour les jeunes, même les moins jeunes, qui sont face à moi, ils ont eu la chance d'avoir un syndicat d'éducation physique puissant. Donc, contrairement peut-être à vos habitudes, je suis là pour vous parler un peu de la nécessité des luttes et que s'il n'y a pas lutte, les corps, les organisations, etc. disparaissent. Je le dis ainsi pourquoi? Parce que le SNEP, écoutez, c'est 80% des anciens d'éducation physique qui votent pour le SNEP aux élections professionnelles. C'est considérable, et je dirais aucune autre organisation en France n'égale une telle représentativité. Et ces 80%, ça a été le fruit d'une lutte terrible. Et je voudrais dire, d'après ce que j'ai entendu ce matin, ce n'est pas mis suffisamment en exergue. Il y a lutte, pourquoi? Parce qu'un corps professoral qui développe une vision de sa discipline, de ses pratiques, il entend, quand ils sont à l'école, qu'elles soient portées à leur meilleur niveau. Si ces bagarres n'existent pas, aucun ministre, pour tout ce que j'ai connu, j'ai été reçu au CAPEPS en 1970, ça vous donne une idée de mon âge. Donc, j'ai connu l'histoire de l'éducation parce que dès que je suis arrivé prof, j'arrivais du militantisme étudiant de 68, j'avais les dents longues. Et j'étais convaincu que si on ne prenait pas en main notre propre avenir, ce sont d'autres qui s'en occuperont en notre place. Ça a été vérifié par tous les ministres que j'ai rencontrés depuis la fin des années 70 jusqu'en 2007 où j'ai terminé mon mandat national. Ça fait une belle brochette. Écoutez, j'ai toujours été reçu avec des embrassades, les bras ouverts. Cependant, dès qu'on avait le dos tourné, c'était le coup de matraque. On peut y revenir. Dans la période de 70 à 80, juste avant l'intégration de l'éducation nationale, en gros, les ministres, le triumvirat dont parlait Michael Attali ce matin, chaque année nous produisaient une proposition que nous contestions. Si j'avais le temps, je pouvais poser dessus. Tous, chaque année, ils ont jusqu'à nous faire disparaître. En 78, ils avaient mis 0 poste au CAPEPS. Il y a eu une guerre terrible. Il y a eu 17 000 profs d'EPS qui ont déboulé à Paris. Soisson, qui était responsable de l'opération, écoutez, il a baissé les bras, il a créé des postes et finalement, massivement, nous avons négocié avec ce qui était à ce moment-là les responsables du programme commun de gouvernement à gauche. Nous avions discuté avec eux de manière sévère. Ce matin, j'ai entendu parler un peu de mythologie de 81. Oui, il y a une mythologie. Enfin, 81 est arrivé. Ouf! C'est vrai que depuis 70, il y avait 10 ans, c'était difficile nos combats. D'ailleurs, les collègues même doutaient de la capacité du syndicat à aboutir. Il faut le voir. D'autre part, il faut savoir que la profession n'était pas unanime pour aller à l'éducation nationale. On avait, dans le ministère des Sports, on avait une situation qui était confortable
par rapport dans ce ministère. Donc, finalement, nous avons mené ces bagarres-là parce que, pour nous, l'éducation nationale, c'était l'élément symbolique du statut de la discipline. On s'est battu que là-dessus. Donc moi, je ne fais pas de philosophie, rupture, continuité, mi-rupture, mi-continuité, discontinuité, soupir, bon, ça, à rien. Je peux vous dire, on s'est battu. Et on a un historien qui nous avait d'ailleurs époché en disant, oui, le SNEP, il est allé en 81, il a appelé à voter Mitterrand, mais il n'était pas entièrement convaincu. Je crois qu'il avait raison. Il avait raison. Parce que une semaine avant de rencontrer les futurs élus, dont il y avait un ancien Premier ministre, un futur Premier ministre, il y avait Béregovoy, il y avait Mexando, il y avait Glavani, qui dit toujours. Et de côté du SNEP, je fais partie de l'élégation, nous étions 3, 2 sont décédés, je suis le seul survivant. On avait bien vu que de partout, on allait gagner en 81. Donc, il a fallu, on s'est battu jusqu'au bout pour leur dire, attention, on gagne, mais on veut, dès le lendemain de l'élection, avoir des décisions sur l'intégration. Ça a été fait. C'est tout. Écoutez bien, ils nous ont mis 1200 postes. L'année suivante, 82, ils ont divisé par 5. Et ils avaient sorti, entre-temps, un rapport parlementaire qui disait qu'il faut 1500 créations de postes pendant tout le septennat. Enterré un an après. Ce qui fait que le SNEP, le 27 janvier 83, a fait une grève. C'est unique. Tout le monde nous regardait comme ça, en disant ils vont en grève alors que c'est quand même un gouvernement de gauche. Bon, il y a effectivement le tournant de la rigueur. Bon, ils sont excessifs. Quand tu disais de la combativité, c'est vrai. Cette combativité, nous étions les mêmes dirigeants qui la portions depuis la fondation de nos syndicats. Et là-dessus, on a dit non, on ne joue plus. 83, vous nous avez promis 1200 postes, ils en ont pris 200. Bon, on a fait une grève splendide, on a réussi, mais ensuite, on a eu droit. Ils nous ont donné, bien sûr, l'agrégation. Donc, je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que dit sur l'agrégation. J'ai fait partie des négociations sur l'agrégation. Je veux dire, dans le SNEP, on avait fait un congrès où le fait de créer l'agrégation, on avait emporté le morceau de justesse. Il y avait un débat en disant l'agrégation, ça crée un corps supplémentaire, ça va défaire l'unité de la corporation. C'est le seul argument. Et là-dessus, moi qui étais partisan de création de l'agrégation, on est passé rase-monte. Bon, alors, heureusement, les agrégés, etc., vous le devez au fait que nous ayons gagné. Parce que d'un côté des ministères, ils s'en foutaient un peu. L'agrégation, c'était du fric, c'était etc. Il n'était pas très chaud. On a eu le soutien du SNEP, on a emporté d'autres éléments. Je passe rapidement là-dessus. Alors, le problème du SNEP, je vais vous dire, on est une discipline à part, entièrement à part. J'en veux pour preuve que si on regarde la trajectoire de toutes les dispositions, on appelait ça des expédients, des centres d'animation sportive, de l'optionnel. Enfin, vous connaissez ça par cœur, les jeunes, les vieux aussi l'ont vécu dans leur chair. Mais regardez maintenant les 30 minutes, le 2S2C, on a eu droit à tout. Le spam, le sport l'après-midi. D'ailleurs, quoi, ça n'a pas existé en histoire géo, vous n'avez pas eu des études comme ça. En me disant, tenez, là, il y a des associations d'historiens qui sont bons, hein. Ils pourraient vous aider ou vous pousser dehors. Chez nous, ça existait. Pourquoi? Parce qu'il y avait en même temps un mouvement sportif qui, depuis 72, comité olympique, était fortement structuré. Et ensuite, en 89, son président Payot avait théorisé, c'est reste valable jusqu'à aujourd'hui, avait théorisé qu'à l'éducation physique, c'était pour faire de la sensibilité, on amuse les gosses, tandis que dans les clubs, on fait du sérieux, on entraîne. Et bien maintenant, à travers le concept de complémentarité, cette idée persiste. Aujourd'hui, vous l'avez. Aujourd'hui. Donc, ça veut dire que nous sommes en état d'alerte permanent sur ces questions-là. Et on a bien raison d'alerter les collègues en disant, faites ce que vous voulez, mais si le SNEP perd, tout le monde perdra. Et j'en veux pour l'histoire, pour les étudiants. Actuellement, on s'est battu comme des chiens pour maintenir le sport scolaire dans le service des enseignants. Mais écoutez bien, le sport scolaire, c'est l'équivalent de 4500 postes. Le SGEN était d'accord, l'UNSA aussi,
Ils disent, mais on supprime le sport scolaire et on le fait à l'Eurosup. Je dis, d'accord, 4500 postes, les amis. Combien d'années de recrutement des futurs jeunes profs? C'est enterré. Et c'est tellement enterré que déjà, Jospin, homme de gauche, paraît-il, avait commencé à dire, vous savez, en éducation physique, c'est très intéressant, mais quand même, on peut aider, on peut faire des profs bivalents, éducation physique et autre chose, parce que quand même, quand ils vieillissent, les profs, oh, voilà, même pas des PEGC, il n'avait pas parlé. Il avait inventé un truc de bivalent. C'était sous l'impulsion de Rocard, on a tout massacré, mais en même temps, est arrivé en 99, 2000, Allègre, lui, il voyait les policiers à côté de nous, parce que c'était un peu dur, c'était un peu olé olé. Donc, vous voyez, on a réussi à emporter le morceau, mais actuellement, l'inventivité de tous les gouvernements depuis 70 que je connais, lorsqu'ils sont dans des situations qu'ils se sont créées, économiques et politiques catastrophiques, eh bien, ce qu'on appelle les politiques d'austérité, elles débouchent toujours sur les mêmes solutions. Un, on fait pression sur les salaires. Deux, on fait pression sur les postes. Trois, on déqualifie. C'est-à-dire, au lieu de recruter les profs, on recrute, comme l'a eu chez nous, des PEGC bavalants ou un vieux corps, les profs adjoints, qui a disparu en 84 ou 85. Voilà. Donc, ces choses-là, je ne dis pas qu'elles vont disparaître. Mais on est en alerte. Alors, je vais vous dire, vous avez le tableau. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Là. On va te le remettre. Parle. Le militantisme ne mène pas à toutes les compétences. Alors, si tu me sors le premier tableau, voilà, très bien, c'est celui-ci. Par contre, il ne te reste pas beaucoup de temps. Bon, mais je vais te dire, c'est très bien. Mais écoute, c'est très bien. Regarde, le tableau, il parle de lui-même. C'est une chance. Donc, regardez. Écoutez bien. J'ai relevé dans un bulletin national, j'ai relevé toutes les actions qu'avait impulsé le SNEP. 47 types d'actions différentes. Donc, quand on nous dit qu'on ne fait que grève, ce n'est pas vrai. Vous avez ici, et pourquoi il n'est pas là? Il n'est pas entièrement affiché. N'oral pas. Non, mais là, il faut que j'ai du temps supplémentaire. On te prend sur Voilà, négocier, pas directement. On remarquerait que même à l'interne, la négociation se pratique sérieusement. C'est bon, j'ai un expert qui m'a fait perdre du temps. Donc, quand vous regardez, de 69 à 2016, j'ai relevé toutes les actions qui avaient paru dans le bulletin national. Au total, ça fait 537 actions auxquelles nous avons appelé les collègues. Et là-dedans, il y avait des actions communes avec les syndicats. Le SNEP a eu une grande politique d'alliance avec les parents, les étudiants. Vous avez fait de magnifiques dans votre passé, ça vous l'avez perdu, mais de grandes actions syndicales. Le mouvement sportif, etc. On a là-dessus fait 367 actions spécifiques, où il n'y avait que le SNEP dedans, avec les alliés. Vous voyez, les grèves SNEP, ben écoutez, ça a carburé jusqu'en 91. Ensuite, il y a eu 2004 et 2006, parce que là, les postes au rappel ont été massacrés. Bon, et au total, vous voyez, on a fait 99 grèves. On a appelé les collègues dans cette période. Ce qui fait quand même que 2 grèves par an. Ce n'est pas horrible. Bon. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que, en gros, l'action, on est bien sur 81. Regardez, après 81, c'est là où les actions les suivent là, 81, 91, 87. Ensuite, elles repartent de plus belle. Nous sommes sous des gouvernements de gauche, une partie de droite aussi, et il y a eu une recrudescence considérable des actions parce que la situation politique, économique, qui a amené des politiques drastiques à l'égard de la fonction publique, et à l'égard de tous les investissements services publics, ont amené à une florescence d'actions. D'ailleurs, tout le monde, je dirais, est capable de le reconnaître, même si, depuis 2002, il y a eu une volonté politique de dire les syndicats, c'est fini la rigolade, on boucle tout. Donc, depuis 2002, la lutte est particulièrement difficile. Et ça, c'était Raffarin, il avait dit la rue ne commande pas. On est en train de s'évertuer de lui montrer que ce n'est pas vrai, mais ça va. Alors, deuxième, ça ne marche pas comme ça aussi. Ouais, non, mais c'est pas un écran tactile. C'est pas un écran. Ah bon. Je sens qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je le sens. Là, ce que je vous donne, c'est une projection, un graphe de toutes les actions que j'ai
que j'ai pu repérer, vous vous rendez compte qu'il y a une permanence de l'action du SNEP. Le syndicat n'a jamais laissé respirer les collègues dans l'année scolaire. En gros, on propose au titre du SNEP seul plus de 8 actions par an. Grève, pétition, lettre au ministre, etc. Maintenant, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la difficulté de mobilisation est certainement vient du fait qu'on s'est fait dominer idéologiquement le syndicalisme. Depuis, on peut dire, fin 99, on va plus vers les lettres, les pétitions, les appels, etc. La période des grèves est excessivement difficile à remplir et nous sommes ici, on compte sur les jeunes, sur l'avenir, pour faire finalement compléter les actions que l'on a menées déjà antérieurement. Je tiens à vous dire que si vous avez à l'idée que de réussir le CAPEF, c'est très important. Mais à mon avis, des CAPEF, ils peuvent ne plus exister. Deuxièmement, je tiens aussi à préciser que ce qui sauve le corps d'un métier, c'est toujours les luttes qui sont capables d'impulser. De ce point de vue, l'unité de notre syndicat nous a été profitable pour finalement, ce que dit Benoît ce matin dans son introduction, faire que l'EPS, elle est à part dans l'éducation nationale, mais entièrement vivante. Alors écoutez, sans transition, ou une toute petite, Martine, tu es, donc je l'ai dit tout à l'heure, quelles étaient tes responsabilités. De façon plus spécifique, la particularité du syndicalisme du SNEP-FSU, articulée à son culturalisme, un certain nombre de choses que nous avons entendues depuis ce matin, porte sur les conditions matérielles. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, j'utilisais l'expression nos salles de classe, nos salles de cours. Alors, l'intégration de notre discipline à l'éducation nationale, accompagnée de la mise en œuvre des lois de décentralisation, à l'époque, a-t-elle été synonyme d'engagement radical de notre nouveau ministère, vu cette nouvelle situation, sur cette question cruciale des conditions matérielles d'enseignement? Et puis tout de suite, une deuxième question, quel rapport politique le ministère de l'Éducation nationale a-t-il entretenu avec les collectivités territoriales dans ce domaine, puisqu'elles sont un acteur indispensable compte tenu de la dite décentralisation pour la construction et la rénovation des espaces? Martine. Bon, j'espère juste que mon temps de parole de la seule femme à la tribune ne va pas être ratatiné à cause des interventions trop longues de mes prédécesseurs. Donc, la pratique, donc, tu as très bien présenté le propos que j'entends tenir. La pratique des activités physiques, sportives et aujourd'hui artistiques dans le cadre de l'institution scolaire a toujours été dépendante de deux questions politiques majeures relatives aux conditions matérielles auxquelles elle s'est trouvée confrontée. La première question politique est la reconnaissance de l'EPS comme discipline d'enseignement obligatoire tout au long de la scolarité, ce qui implique qu'elle dispose prioritairement et en permanence d'espaces de travail spécifiques, à savoir d'équipements sportifs dédiés. La deuxième question majeure, c'est la reconnaissance du contenu culturel de son enseignement, donc de la nécessité d'adapter la nature des installations sportives afin de permettre aux élèves l'acquisition de savoirs exigeants en phase avec les différentes étapes de la scolarité. À la veille de l'intégration de l'EPS au ministère de l'Éducation nationale, aucune de ces questions politiques n'était réglée et on en était même très loin. Je vous propose dans un premier temps de vous rappeler à grands traits les politiques menées avant 1981 et leurs conséquences sur les conditions matérielles d'enseignement de l'EPS. Un bref retour sur les 25 dernières années précédentes est indispensable pour comprendre l'origine et l'ampleur des obstacles que la profession, avec le SNEP, avait à surmonter. Avant tout, l'EPS a historiquement souffert de ce que Maurice Herzog, haut commissariat puis secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, a appelé
la grande pitié des équipements sportifs français. Dans ce contexte de pénurie, la tâche syndicale pour imposer des équipements au service de l'EPS et de nature à répondre au contenu d'enseignement était immense. À l'époque, les deux syndicats de l'EPS, celui des profs et celui des maîtres, se sont employés à mettre en lumière les mauvaises conditions de travail, hormis dans quelques grands lycées destinés à l'élite, sur la base d'enquêtes très précises auprès des établissements. La seule tentative institutionnelle pour répondre à ces enquêtes, alors que l'EPS dépendait du sous-secrétariat d'État à la jeunesse et au sport rattaché au ministère de l'Éducation nationale, s'est traduite par deux circulaires, les circulaires Billière en 1956, qui précisaient que tout établissement scolaire doit comporter des installations sportives, premier point. Deuxième point, que les installations d'EP devaient être construites en même temps que les bâtiments d'enseignement. Hélas, ces constructions intervenant souvent dans la dernière tranche des travaux, les crédits étaient la plupart du temps épuisés, comme nous l'avons écrit, avant le premier coup de pioche. Rendons hommage ici à notre camarade Jean Guimier, qui a été à la pointe de ce combat au sein du SNEP et dont notamment l'action pour la transformation de la chaufferie du lycée Turgot de Paris en bassin de natation est restée célèbre. Puis est arrivé le passage de l'EPS au secrétariat à la jeunesse et au sport, et cela marquera un net recul par rapport aux recommandations institutionnelles précédentes. En effet, si les trois lois programmes d'équipement, 1962, 1965, 1966, 1970, 1971, 1975, ont permis de nouvelles constructions, la priorité politique est avant tout de faciliter le plein emploi des installations, avec abandon quasi général d'un équipement sportif spécifique aux établissements scolaires. Ce sont alors les communes qui se voient confier la responsabilité des constructions sans que les crédits d'État correspondants ne suivent. Étrange. Dans le même temps, une part considérable de ces crédits sont engloutis par l'organisation des Jeux olympiques de Grenoble et le complexe de Font-Romeu pour la préparation des athlètes aux JO de Mexico. On voit les priorités. Face à cette diminution constante des crédits d'État, au moment où le baby-boom et la prolongation de la scolarité jusqu'à 16 ans conduit à une augmentation considérable du nombre d'élèves scolarisés, le secrétariat Jeunesse et Sport propose des solutions économiques au travers, je cite, d'équipements légers, polyvalents, ouverts à tous, et des grilles d'équipement ne prenant en compte que le nombre de mètres carrés d'élèves par habitant. En réaction, le SNEP, dont la direction est assurée depuis 1969 par le courant de pensée Unité Action, propose, sous l'impulsion de Jean Ladegaillerie et Jean Vuillez, des normes syndicales basées sur la notion d'unité de travail diversifiée, permettant le travail collectif et simultané de plusieurs classes à l'intérieur ou à proximité immédiate de l'établissement. On le voit bien, le SNEP est déjà le seul à porter la revendication d'installations sportives spécifiques pour l'EPS et à faire la liaison entre les contenus d'enseignement et les conditions matérielles de son exercice. Non seulement, après 1975, il n'y aura pas de nouvelle loi, de programme d'équipement, mais la baisse constante des crédits d'enseignement pour le fonctionnement de l'EPS, l'achat du matériel, les transports, les locations, engendre nombre de conflits avec les communes, ayant majoritairement construit les installations sportives sur leur propre denier, elles n'acceptent pas de les voir utilisées par les scolaires sans contrepartie financière. Or, le projet de budget Jeunesse et Sport de 81, alors que sévit le ministre Soisson, est encore en régression, notamment pour ce qui concerne l'aide au sport et aux équipements. De nombreuses actions syndicales médiatisées se développent à l'initiative du SNEP. Publication d'une brochure équipement sportif des collèges et lycées parisiens, un bilan des solutions, l'opération piscine vide de Gérard Vermeulinge à Limoges, des actions d'établissement à Aurillac, aux Essarts-le-Roi, à Vénissieux, etc. Deuxième point, c'est donc dans ce contexte très conflictuel entre l'État et les collectivités locales qu'intervient l'intégration de l'EPS à l'éducation nationale.
particularité de l'EPS, qui a déjà été soulignée précédemment. C'est la seule discipline qui arrive dans ce ministère sans salle de classe. Enfin, un ministère qui se trouve en responsabilité des contenus pédagogiques de l'EPS et qui interviendra pour qu'elle dispose en permanence des moyens matériels et adaptés pour y répondre? À voir. Pas question pour le STEP d'attendre l'arme au pied. Dès la première audience, le 11 juin 1981, auprès du ministre de l'Éducation nationale, Alain Savary, le STEP revendique une 4e loi programme d'équipement qui, on le sait, ne verra pas le jour. À la rentrée de 1981, alors que le transfert budgétaire est convenu entre les ministères du temps libre, jeunesse et sport et le ministère de l'Éducation nationale, un gros litige se fait jour puisque les équipements restent au ministère du temps libre, jeunesse et sport. Le STEP décide d'une campagne de rencontre avec les députés pour leur expliquer les besoins de l'EPS et identifier les revendications à faire valoir pour leur circonscription. Alors que la création d'un service commun de l'EPS avec service homologue dans chaque rectorat est obtenue par le STEP, l'absence de liaison sur la question des équipements reste un gros problème. Si le projet de budget 82 consacre un net progrès, plus 28,4% au crédit équipement en chute depuis 1976, c'est la décision de réaliser 6 grands stades de prestige qui prime sur tout autre financement, dont les équipements pour l'EPS obligatoire. Tiens, il y aurait comme Marimec. Le STEP propose que dès le budget de 82, un plan pluriannuel d'équipement soit décidé. Continuant de revendiquer le transfert de l'équipement sportif à l'Éducation nationale pour garantir la priorité d'accès aux équipements permettant leur usage scolaire soit respecté, Savary répond: les problèmes de propriété et d'usage des équipements sportifs à vocation scolaire et universitaire seront examinés avec les ministères concernés après le vote de la loi de décentralisation. Une fois de plus, notre ministère de tutelle se décharge totalement de l'épineux problème des conditions matérielles de l'enseignement de l'EPS. On assiste même à un remake de la politique unitaire d'équipement quand les ministres Savary et Edwige Avis déclarent dans un communiqué commun que pour parvenir à l'utilisation rationnelle des équipements sportifs, le ministère de l'Éducation nationale, avec le concours du ministère Jeunesse et Sport, recherchera systématiquement avec les collectivités locales des accords d'utilisation sur la base de la gratuité et de la réciprocité. C'est donc sans installation sportive que continuent à être construits des collèges et des lycées, obérant gravement l'avenir de notre discipline, puisque aucune réservation foncière n'est donc prévue. Quant au crédit EPS, ancien franc élève, il se trouve globalisé au sein des budgets d'établissement avec les crédits des autres disciplines. Fort heureusement, l'action du SNEP, dans un premier temps, permet d'obtenir une ligne spécifique pour ces dépenses. Troisième point, les lois de décentralisation et leurs conséquences sur les conditions matérielles d'enseignement et de fonctionnement de l'EPS. On le sait, les écoles sont dévolues aux collectivités locales, les collèges au département, les lycées aux régions, les universités restent à l'État. Seules les installations sportives intramuros existant dans les collèges et les lycées deviennent propriété des collectivités territoriales de rattachement. Les lois de décentralisation ont oublié, je mets ça bien entendu entre guillemets, des installations sportives indispensables à l'EPS, mais extérieures aux établissements scolaires. Le ministère de l'Éducation nationale en porte une grande responsabilité. Aucune obligation d'installation sportive dans les établissements scolaires, au même titre que les autres salles de classe, n'y est inscrite. Le contentieux État-collectivité se perpétue et s'amplifie, puisque les départements et régions doivent garantir la présence matérielle nécessaire à la pratique de l'EPS, sans avoir obtenu le transfert de crédit pour assurer cette responsabilité. Le franc élève étant globalisé dans la dotation globale de fonctionnement des établissements, l'indemnisation des collectivités locales qui mettent leurs installations sportives à disposition du scolaire se complique pour les équipes pédagogiques d'établissement. L'EPS prise en otage, c'est inadmissible.
Je vous renvoie, pour ceux qui peuvent le lire, à ce qu'on a écrit sur le conflit de Montpellier et le jugement du Conseil d'État qui en a découlé. Le SNEP, qui n'a jamais compté que sur lui-même pour défendre la discipline et ses conditions matérielles, comme l'a bien expliqué Jean Lafontant, adapte sa stratégie à cette nouvelle situation. L'intervention simultanée auprès de l'État et des collectivités territoriales de rattachement des établissements nécessite notamment la formation de nos cadres départementaux et régionaux pour les aider à identifier les nouveaux lieux de décision auprès desquels ils doivent intervenir. L'action militante permet d'obtenir la mise en place de commissions tripartites, collectivités territoriales, services déconcentrés de l'éducation nationale, SNEP, à même de faire avancer les questions d'équipement et de fonctionnement de l'EPS. Dans le même temps, le SNEP national arrache du pouvoir politique la circulaire interministérielle, ministère de l'Éducation nationale, collège-lycée, ministère de l'Intérieur pour les collectivités locales, ministère Jeunesse et Sport, qui, bien que précisant les obligations de chacun, reste contrainte par les termes de la loi de décentralisation. C'est la circulaire de 92, j'ai oublié l'année. C'est d'ailleurs un problème récurrent qui se perpétue encore aujourd'hui, puisque aucune loi sur le sport n'a pu inscrire en son article 40, transféré depuis dans le Code de l'éducation, l'obligation de construction d'équipements sportifs en même temps que la création d'établissements scolaires. Le SNEP est contraint de trouver les moyens de contourner ces nouveaux obstacles. Il organise un premier colloque équipement en 92 qui débouchera sur la publication en 95 de notre premier ouvrage, Les équipements pour l'EPS, dont est issue une grande partie de mes propos. Je tiens à souligner que même si j'y ai collaboré activement, c'est quand même Jean-Paul Tournard, responsable national du SNEP en charge de l'équipement, qui en est le principal artisan. Le travail considérable mené par nos responsables départementaux académiques, à l'instigation de l'enquête exhaustive menée par le SNEP des Côtes-d'Armor, met publiquement en exergue la misère de nombre d'établissements quant à leurs conditions de matériel d'enseignement. Par contre, ce travail de fourmi, qui aurait dû être mené conjointement par Éducation nationale et collectivités de rattachement, épuise nos militants. À une stratégie de revendication essentiellement quantitative d'équipement, le SNEP associe alors des exigences qualitatives solidement ancrées sur les objectifs assignés à l'EPS par les instructions officielles de 96. Un deuxième colloque SNEP équipement est organisé sur ces bases. La Direction générale des enseignements scolaires, pressée par le SNEP de travailler avec son concours à la préconisation d'équipements nécessaires à l'application des programmes EPS, fait le mort. Le travail considérable réalisé par notre collègue Olivier Biotto avec l'aide des militants de l'Académie de Rennes aboutit en 2001 à la publication de notre premier référentiel, les grandes salles pour l'EPS. Son succès est fulgurant, y compris au-delà des frontières françaises, et nous contraint rapidement à sa réédition. Est-ce l'aiguillon dont avait besoin le gouvernement Lionel Jospin pour demander au ministre de l'Éducation nationale, Jacques Lang, un rapport sur les équipements sportifs en France, partenariat avec les collectivités visant à favoriser l'enseignement de l'EPS dans les établissements de second degré? Aussi intéressant qu'il soit, ce rapport confié à Laurent Catala et qui mentionne notre référentiel est totalement enterré par les gouvernements suivants. Pour l'anecdote, je dois dire que le SNEP, auditionné par l'Éducation nationale, doyen de l'IG entouré d'IPR, s'entend dire que ces exigences en matière d'équipements sportifs sont trop ambitieuses et qu'il serait peut-être plus judicieux d'en rabattre sur le contenu des programmes. Le SNEP poursuit son travail de publication avec des piscines pour l'EPS, les salles spécialisées et semi-spécialisées qui aident considérablement les militants départementaux et académiques à obtenir des installations fonctionnelles, y compris intramuros, dans plusieurs départements et régions. Au pied du mur et harcelé par le SNEP, je mets harcelé, c'est le terme auquel je tiens. Martine, comme les autres, tu as déjà largement dépassé ton temps. Bon, Il va je falloir vais terminer, je ferai très rapidement. La DGESCO, dont le directeur n'est autre que Jean-Michel Blanquer, accepte pratiquement sous la plume du SNEP de publier un guide ministériel
l'accès aux équipements sportifs pour l'enseignement de l'EPS pour l'ensemble des pratiques scolaires. Dans son préambule, Jean-Michel Blanquer y parle d'installation indispensable à l'enseignement de l'EPS. Ce guide, envoyé en nombre dans tous les rectorats, reste la plupart du temps dans les cartons et n'arrivera jamais dans les établissements scolaires, malgré les interventions incessantes du SNEF auprès de la DGESCO. Boosté par les constructions remarquables obtenues par nos militants en différents points du territoire, le SNEP multiplie ses publications avec les espaces pour l'athlétisme et les sports de grand terrain, l'escalade pour l'EPS et le guide chantier. La force de tous ces ouvrages qui s'imposent auprès de nombre de collectivités est de prendre en compte les besoins usagers extrascolaires suite à un grand travail avec les fédérations sportives. Bilan, j'y reviendrai tout à l'heure si je peux réintervenir, ni avant l'intégration éducation nationale, ni après, les ministères successifs en charge des conditions matérielles dans l'enseignement de l'EPS obligatoire n'ont permis quelques progrès, que ce soit en la matière. Le ministère de l'Éducation nationale s'est totalement déchargé de cette question, pourtant étroitement liée aux conditions d'apprentissage de la jeunesse, en se réfugiant derrière les lois de décentralisation sur les collectivités territoriales et locales. C'est le SNEP qui a fait tout le boulot, mais dans ce cadre, je pense que l'action du SNEP a été accaparée tout de même par la pression justifiée sur les collectivités, mais au détriment de l'intensité de l'intervention qu'il aurait dû avoir auprès du MEN et particulièrement de ses services déconcentrés. Martine, merci. C'est bien. On peut, sur la question des équipements, donc nos salles de classe, un dossier particulièrement actuel, dois-je dire, puisqu'en cette période de différents protocoles empêchant beaucoup de choses dans le cadre de l'enseignement de l'EPS, on est pendant plusieurs mois resté sans nos salles de classe, puisque nous n'y avions pas droit. Sans transition, le dernier intervenant et dernier invité, donc Guilhem, alors tu nous parleras de la vision qu'ont les enseignants d'EPS de la reconnaissance de l'EPS et sur l'importance qu'ils donnent pour cela à l'intégration à l'éducation nationale, mais aussi à l'action syndicale du SNEP-FSU. La parole est à toi. Voilà, merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, avant d'attaquer dans le détail de l'enquête, juste vous dire que voilà, de quoi est-ce qu'on vous parle depuis ce matin. Je pense que c'est résumé avec les deux termes que vous voyez inscrits sur l'écran, c'est-à-dire la reconnaissance et l'identité de l'éducation physique. Tout ce qui a été abordé, finalement, peut systématiquement être réintroduit dans ces deux grandes thématiques. Je pense que si vous arrivez à être au clair sur ces deux questions, la reconnaissance de la discipline, comment est-ce qu'elle obtient donc ça, ses jalons, son statut, et puis comment elle y arrive, c'est-à-dire quelle est son identité, quel est son rapport au sport, aux pratiques culturelles. Je pense que vous avez grosso modo une vision qui permet de un petit peu rassembler toutes les choses qui ont pu être dites depuis ce matin. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que cette question de la reconnaissance et d'identité, quand elle est vue aujourd'hui par les enseignants d'EPS, est-ce qu'elle crée consensus ou est-ce qu'il y a des différences? Et s'il y a des différences, vous vous doutez que la réponse ça va être oui. Est-ce qu'il y a un choc des générations? Et donc en fait, on va s'interroger sur ce que pense Jean Lafontaine à côté de moi et sur ce que vous pensez peut-être. C'est-à-dire, est-ce que vous avez la même EPS dans la tête? Est-ce que vous avez la même vision de sa position actuellement dans la société, dans l'école, etc., etc. Alors, sur la méthode, je vais passer parce qu'il faut qu'on essaie de gagner un petit peu de temps. Je ne vais pas vous embêter avec la méthode, simplement vous dire quand même que le travail que je vous montre aujourd'hui, il est issu de deux enquêtes. Une première enquête que j'ai menée en 2001 dans le cadre de mon doctorat, avec un petit échantillon, 280 000 personnes. À l'époque, ce n'était pas évident de récupérer des questionnaires. On envoyait par la poste, ça revenait pas. Aujourd'hui, avec Facebook et EPS Mania, j'ai pu en quelques semaines obtenir beaucoup plus de réponses. Et donc, voilà les deux échantillons. Sur leur représentativité, je ne vais pas débattre. J'y reviendrai lorsque la question finalement se posera dans les réponses que je vous présenterai. Donc, entrons tout de suite dans le vif du sujet. La reconnaissance de l'EPS en tant que discipline. La réponse, grosso modo, qui ressort, c'est oui, mais. Alors, pourquoi oui, mais? Parce que lorsque j'ai posé la question en 2001 et en 2021, pour vous, l'EPS a acquis le statut de discipline d'enseignement à part entière?
oui, tout à fait, plutôt oui, plutôt non ou non, eh bien, grosso modo, c'est oui. On a 75 à 85% des gens qui répondent oui ou plutôt. Par contre, on constate une légère baisse entre 2001 et 2021 d'une dizaine de points, et donc une baisse du sentiment de reconnaissance et par contre une augmentation de la réponse plutôt non. Alors c'est une toute petite tendance, mais est-ce qu'elle se vérifie lorsqu'on analyse l'échantillon de façon un peu plus fine? Eh bien oui, c'est-à-dire que on reconnaît de moins en moins la discipline comme étant reconnue comme une discipline à part entière, parce que si on compare les réponses de la génération des enseignants qui sont nés dans les années 60 et celle, donc la plus récente, de ceux qui sont les tout nouveaux enseignants, puisqu'ils sont nés dans les années 90, donc ils ne sont pas dans le métier depuis très longtemps, on constate qu'effectivement, la différence est plus marquée. Le oui tout à fait et le plutôt oui baisse davantage, et le plutôt non augmente, lui, de 16 points. Donc, il semblerait qu'il y ait une tendance dans les générations à être un peu moins satisfait de la reconnaissance de la discipline. Alors du coup, ça pose justement la question de la satisfaction. Et là, en fait, dans mon questionnaire cette année, j'ai reposé la question différemment à la fin de l'enquête, où cette fois-ci, je n'ai pas demandé aux gens ce qu'ils en pensaient d'un point de vue théorique, mais j'ai essayé d'interpeller un petit peu leur affect. Et là, on constate que oui, mais elle est reconnue, mais de moins en moins, et surtout, on n'est pas vraiment satisfait. C'est-à-dire que à la question, la reconnaissance de l'EPS et de ses enseignants, telle que vous la jugez aujourd'hui, est-ce qu'elle vous convient parfaitement? Est-ce qu'elle vous satisfait? Est-ce qu'elle ne vous satisfait pas vraiment? Ou est-ce qu'elle ne vous satisfait pas du tout? Eh bien là, on constate que, alors qu'on avait plutôt 75 à 80% d'enseignants qui disent oui, l'éducation physique est reconnue comme une discipline à part entière, eh bien, on a plutôt 75% de gens qui disent oui, mais ça ne nous satisfait pas vraiment. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer cette différence? Je pense qu'il y a 2 points. La première chose, c'est qu'on peut concevoir que d'un point de vue théorique et historique, l'EPS est devenu une discipline à part entière. Mais pour autant, affectivement, dans le quotidien, dans le relationnel avec l'administration, les parents, etc., ne pas en être complètement satisfait. Et il faut rajouter aussi que dans cette question, j'ai rajouté l'EPS et ses enseignants. Et c'est peut-être là, finalement, que le bas blesse. On peut reconnaître que notre discipline est reconnue, mais ne pas être tout à fait satisfait de l'image que l'on a de nous en tant qu'enseignants de cette discipline. On peut très bien imaginer une discipline géniale avec des profs bidons. Donc, voilà, à partir du moment où on rajoute le « et » ses enseignants, on voit que l'insatisfaction apparaît comme étant un peu plus importante. Alors, du point de vue de la satisfaction, justement, on peut questionner la représentativité du SNEP. Je me suis posé la question, est-ce que les syndicalistes, comme on peut l'imaginer, sont ceux qui sont les plus aigris, les plus critiques, « oh, c'est pas bien, on n'est pas content, etc. » Eh bien, pas du tout. C'est exactement le contraire. Si on compare les réponses de l'échantillon et qu'on isole ceux qui se disent proches du SNEP, c'est-à-dire les militants, et ceux qui disent adhérer à la conception de la tendance dirigeante, on se rend compte que c'est le contraire, la satisfaction est plus importante. Donc là, ça pourrait créer des débats, hein. Moi, je pense personnellement que parce que ce sont des gens qui voient le chemin parcouru, c'est mon hypothèse, et puis qui restent engagés, c'est-à-dire porteurs d'espoir. Et que ça, je pense que ça rend peut-être plus optimiste que ceux qui finalement se complaisent dans une idée qu'il n'y aurait rien à faire et que tout serait foutu d'avance. Donc, voilà, c'est une hypothèse qui mériterait d'être vérifiée. Il faudrait que les militants ici présents éventuellement se positionnent. Alors maintenant, sur cette insatisfaction, eh bien, ça renvoie à une question qu'a posée Laurent Fragerman. C'est marrant, on ne s'était pas consulté. Est-ce qu'on est satisfait ou pas de l'image de l'administration, des parents, des élèves, etc. Là, ce qui apparaît, voilà, c'est que de quoi est-on le moins satisfait? De l'image des parents d'élèves. Et là, ici, vous avez l'insatisfaction en fonction donc des 4 groupes de la communauté éducative. On constate qu'on est grosso modo satisfait de l'image de l'équipe administrative, des collègues et des élèves. Par contre, là où ça pose problème, c'est les parents. Or, les parents, c'est la société. Je veux dire, on est à un moment quasiment tous parents un jour ou l'autre. Donc, si on n'est pas satisfait de l'image des parents d'élèves, c'est que grosso modo, on n'est pas satisfait de l'image de ce qui compose ou de ce qui composera la majorité de la population. Donc, oui, l'éducation physique est reconnue, mais de moins en moins, on n'est pas vraiment satisfait et on n'est pas vraiment satisfait surtout de l'image des élèves. Et de ça, eh bien, on l'est de moins en moins. Comment est-ce qu'on peut le constater? En comparant les réponses de 2001 et de 2021, où on constate que sur les 4 populations de la communauté éducative, l'insatisfaction monte.
systématiquement. Vous voyez qu'on a gagné 13 points sur l'administration, 10 sur les collègues, que l'insatisfaction à l'égard de l'image des élèves a été multipliée par 5 et que l'insatisfaction à l'égard de l'image des parents a été augmentée de plus que de 2 et quelques. Alors, les élèves d'aujourd'hui étant les enfants des parents d'aujourd'hui, on peut peut-être faire l'hypothèse qu'il y a une espèce de défiance qui s'amplifie entre les enseignants d'EPS et les familles, les élèves, le rapport qu'ils ont à la discipline. Alors, il ne faut pas faire un tableau trop noir, il ne faut pas dire que l'insatisfaction est majeure. Ceci dit, cette insatisfaction, il semblerait qu'elle monte. Alors, du coup, maintenant, la question qui se pose, c'est quels sont les motifs de satisfaction, d'insatisfaction, donc ce qui va plus toucher à l'identité de l'éducation physique. Alors, l'intégration à l'éducation nationale, c'est, on l'a vu, et c'est la raison pour laquelle on la célèbre aujourd'hui, un acquis qui apparaît comme une date majeure dans la reconnaissance de la discipline. En 2001, c'était la première date qui arrivait largement en tête, toutes les autres étaient largement derrière, dans la question, si vous répondez oui, l'éducation physique est reconnue, depuis quand? 46% répondaient depuis l'intégration à l'éducation nationale. Cette date a un peu moins d'importance aujourd'hui, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de constater qu'elle s'est fait dépasser par un autre événement, et qui est la publication des programmes. Et ça, je dois reconnaître que moi, ça m'a profondément surpris, parce que personnellement, les programmes, j'y attache guère d'importance, je ne les trouve pas très intéressants, et jamais j'aurais imaginé que les enseignants considéraient que la publication des programmes était finalement la date qui devenait aujourd'hui majeure dans la reconnaissance de l'éducation physique. Et bien pourtant, c'est le cas. Donc voilà, je ne suis pas d'accord avec mon échantillon, personnellement. C'est la raison qui arrive en tête. Et d'ailleurs, quand on regarde la vision qu'ont les jeunes des programmes, et bien moi j'étais très surpris de voir que leur image n'était pas si négative que ça. Je pensais qu'ils allaient les critiquer énormément. Et plus de 60% considèrent que les programmes, les exigences institutionnelles sont favorables à la reconnaissance de l'éducation physique. Alors ça me surprend. Alors je me suis essayé de me poser la question de pourquoi. Et c'est vrai que je me dis peut-être que quand sur Pronote on voit apparaître des compétences, quand sur le bulletin on voit apparaître des compétences, même si ces compétences on les trouve un petit peu bidons, moi c'est mon cas, elles ont peut-être le mérite d'exister et de montrer qu'on est une discipline vraiment, quoi. Voilà, il y a quelque chose de sérieux qui apparaît peut-être à travers ces programmes. Bon, c'est une hypothèse sur laquelle on pourrait peut-être débattre. Alors maintenant, quand les gens répondent non, on pense que l'éducation physique n'est pas reconnue, non ou pas du tout, ou non un petit peu. Quelles sont les insatisfactions? Alors vous savez lire, donc je vais aller vite pour gagner un petit peu de temps. La troisième insatisfaction touche à la discipline, les notes. La deuxième touche également à la discipline, l'assimilation à une pure animation. Et la première raison de l'insatisfaction, elle touche à quoi? Non pas à la discipline, mais à l'image des profs d'EPS. Et donc, on voit que 83% des gens qui considèrent que l'EPS et ses enseignants ne sont pas encore reconnus comme une discipline à part entière, considèrent que c'est l'image sociale, la représentation sociale sur l'enseignant d'EPS qui est la première raison, le premier motif d'insatisfaction. Donc, quand j'ai fait cette enquête, je me suis repris des petites remarques désobligeantes de gens qui disaient « Ouais, il y en a marre de parler du complexe du professeur de PS, de l'image du prof de PS, de la reconnaissance. On parle tout le temps de la même chose. » Ben oui, sauf que ça existe toujours. Voilà. Donc, c'est pas en niant un problème qu'on va le résoudre. Voilà. Donc, il y a manifestement toujours quand même un sentiment d'incompréhension de la profession à l'égard des parents et bien au-delà du grand public. Alors, ça nous pose la question de savoir si la crise sanitaire a été un moment plutôt favorable ou défavorable à ce sentiment. Bon, clairement, vous le savez, vous avez eu donc le 2S de Sonne, on en a beaucoup parlé, je peux passer vite. Moi, je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce que les enseignants en ont pensé. Consensus, on a considéré très, très, très majoritairement le 2STC comme une marque de mépris, plutôt beaucoup, pas beaucoup, bref, etc. Donc, on peut passer. Par contre, et là, c'est une question, alors là, je n'étais pas mécontent de moi parce que j'avais senti le truc, peut-être ça quand même, j'aimerais bien savoir ce que pensent ces gens là-dessus. Et bingo, cette fois-ci, les gens, là, ça a correspondu à ce que je pensais. Est-ce que les enseignants pensent que la crise sanitaire a été un moment qui a favorisé la reconnaissance de l'importance de la pratique sportive? Moi, il m'a semblé que oui. Il m'a semblé que oui, puisqu'on a eu le droit de sortir pour faire du sport, on a eu le droit d'enlever le masque pour faire du sport, le sport a été mis en avant quand même. Eh bien oui, effectivement,
la majorité de l'échantillon, à 73%, considère que oui, la crise sanitaire a été un moment de l'amélioration de la reconnaissance, de l'importance de la pratique sportive. Et pourtant, eh bien, de façon exactement symétrique, on considère que la crise sanitaire n'a pas été un moment d'amélioration de la reconnaissance de l'EPS. Donc, on constate bien, alors on tourne en rond, vous allez me dire, c'est toujours les mêmes sujets, mais c'est quand même intéressant de se rendre compte que même si la pratique sportive est davantage reconnue en tant que telle, nous n'en bénéficions pas pour autant. Voilà. Et donc, c'est bien la preuve, encore une fois, qu'il y a vraiment une problématique importante sur qu'est-ce que l'EPS, quelle est son identité. Alors, ça amène à une question, finalement. Est-ce qu'on est toujours en concurrence? Est-ce que ce discours alarmiste de dire oui, l'éducation physique peut être remplacée par le sport, dans des animateurs, est-ce que c'est toujours vrai ou est-ce que c'est que les syndicalistes qui nous font peur, là, toujours, ils font les Cassandres pour nous mobiliser, ils nous racontent n'importe quoi? Ben non, pas du tout, pas du tout. En fait, très majoritairement, aujourd'hui encore, c'est donc la même problématique depuis les années 70. Les enseignants sont quand même très majoritairement convaincus que oui, à court ou moyen terme, l'EPS peut être remplacé par de la pratique sportive encadrée justement, par des personnels non enseignants. Donc, on a quand même un constat assez alarmiste, finalement, assez un peu négatif. Et ça amène à se poser une question qui a été posée récemment par des enseignants. Donc, je passe rapidement sur leurs propositions, mais et si on enlevait le S de EPS? Parce que finalement, cette histoire de EPS, ce S, il nous fatigue en fait. On est l'éducation physique au sens large, on arrête de se prendre la tête avec le sport, comme ça au moins c'est clair. Eh bien non, à la question, très majoritairement, on voit que les enseignants considèrent que ce ne serait pas une très bonne idée. Hein. Il n'y a que 22% des collègues qui considèrent qu'enlever le S de EPS serait une bonne idée. Donc là, il y a encore quand même grosso modo un consensus sur le fait que oui, on a un problème avec le sport, oui, ce n'est pas évident de faire la différence, mais on veut quand même s'en saisir, pour proposer un sport émancipateur, éducatif, etc., etc. Donc cette question du S de EPS, alors la question de la représentativité du SNEP, je vais passer parce que je sais qu'on a tous été trop long, donc je vais directement aller à la dernière question, un petit peu polémique, sur la représentativité du SNEP. Alors la représentativité du SNEP, elle est de mon point de vue absolument manifeste au point de vue des élections, etc., tout ce que vous voulez, au point de vue corporatif, des combats. De mon point de vue, et l'enquête le montre, je ne peux pas vous montrer toutes les questions, c'est assez manifeste. Par contre, je me suis posé la question au plan pédagogique. Au plan pédagogique, le SNEP est porteur d'une vision qu'il dit culturaliste et qu'il considère comme étant largement représentative. Alors moi, je me suis un petit peu posé la question parce que je ne suis pas si sûr que ça, finalement. Voilà. Je ne suis pas si sûr que ça, même si personnellement, moi, j'avoue que je suis plutôt favorable aussi à cette conception. Et donc, alors là, il y aurait beaucoup de questions, mais encore une fois, on n'a pas le temps. Hein. Donc, je vais juste vous présenter les résultats sur une question. Une question, à savoir, pour vous, l'EPS, est-ce que c'est avant tout la transmission du patrimoine culturel constitué par les APSA, dont on vous a parlé ce matin, on a vu combien Christian Couturier était toujours attaché, ou est-ce que l'EPS, c'est avant tout le développement de l'individu par l'intermédiaire de toutes les activités de toute époque et de toute culture. J'ai bien fait exprès de dire toute époque et toute culture. C'est-à-dire que là, vraiment, on va large et on peut reprendre le yoga, dont Christian Couturier discutait tout à l'heure la légitimité. Sur les culturalistes, les gens qui se disent culturalistes, la première des finalités, c'est bien la transmission du patrimoine culturel. Et ce n'est pas la totalité, c'est 47%, mais enfin, c'est quand même important. Chez les proches du SNEP, qui ne se disent pas tous culturalistes, on voit que cette finalité, la transmission du patrimoine culturel, elle devient 24%, c'est quand même moins. C'est quand même moins prégnant. Et si on s'intéresse à la totalité de l'échantillon, on peut quand même considérer aujourd'hui que cette histoire de transmission de patrimoine culturel, elle parle plus franchement. Hein, voilà. Donc, on voit qu'il rigole en disant plus tard, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Il ne va pas pouvoir. Voilà. Non, moi, je trouve ça super intéressant de tenir ferme sur qu'est-ce qui mérite d'être enseigné. Ceci dit, aujourd'hui, ça parle quand même de moins en moins, et surtout aux jeunes. Les jeunes, si on isole leur réponse, ça leur parle de moins en moins. Je pense d'ailleurs que la crise sanitaire a encore plus amené à remettre en question cette finalité et ce postulat, parce qu'on a été bien contraint de bricoler, et on a été
contraint encore plus que par le passé de s'émanciper des pratiques validées culturellement. Et on a fait du biathlon sans ski et sans carabine, et on a fait voilà, des trucs un peu... Voilà. Et finalement, c'était pas si mal que ça. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, chez moi, ça nous a fait innover, ça nous a fait faire des choses vachement intéressantes. Et c'est sûr que là, le patrimoine culturel, bah, on s'est un petit peu assis dessus quand même. Donc, du coup, pour terminer, après 40 ans à l'éducation nationale, une reconnaissance à baisse, une insatisfaction en hausse, une identité toujours en débat. Et donc, ça pose la question, je terminerai là-dessus, quels arguments aujourd'hui pour promouvoir l'EPS? Aujourd'hui, quand un parent vous dit qu'il croit en l'EPS, il vous dit quoi? Il vous dit c'est bon pour la santé. Mais au SNEP, on est toujours un peu embêté avec cette histoire de santé. Parce que vous avez des militants, et vous en avez un ici, qui a lutté contre les courants hygiénistes et qui a... Eh bien oui, d'accord. Et donc, il y a une espèce d'histoire vis-à-vis de la santé qui rend le combat pas évident. Voilà. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que le SNEP se saisisse de la question de la santé en étant militant du fait qu'elle ne se limite pas à l'aspect hygiénique, mais que c'est aussi l'aspect social, l'aspect moral, et que si on s'intéresse à la santé sociale, on arrive sur le patrimoine culturel, sur une culture commune. Si on s'intéresse à la santé morale, on est sur l'émancipation, on est sur la confiance en soi, et à mon avis, on est sur une belle EPS. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de renouveler les arguments qui permettraient de faire la promotion de l'EPS auprès des parents, c'est-à-dire auprès de ceux qui s'y intéressent, auprès de ceux qui votent, auprès de ceux qui deviendront ministres de l'Éducation nationale un jour. Et moi, ce dont je rêve, ce n'est pas d'avoir un sportif qui dit « moi, c'est mon prof d'EPS qui m'a découvert ». Moi, ce dont je rêve, c'est un ministre ou un président qui dise « moi, quand j'étais petit, mon prof d'EPS, il m'a donné confiance en moi, il m'a fait découvrir des choses que j'ignorais chez moi. Et en plus, j'ai vu des profs d'EPS faire pareil avec mes enfants. » Voilà. Et ça, le jour où on a ça, c'est bon, on aura tout gagné. Et pour ça, ce n'est pas des programmes dont on a besoin. C'est dans les collèges, dans les gymnases, sur les stades, qu'on a la reconnaissance de l'EPS dans nos mains. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. La fin de l'exposé de Guilhem me permet de vous inviter toutes et tous, d'abord, d'aller jeter un coup d'œil sur le numéro de la revue Contrepied, intitulé l'EPS et santé, du permis. Puisque vous allez voir ce que dit le Centre de ces sociétés, qui se rapproche de la position syndicale qui serait débattue sur des questions de santé, donc ce rapport avec l'éducation sportive et son enseignement. Et deuxièmement, le livre que toutes et tous, normalement, vous avez eu tout à l'heure, l'EPS et culturalisme, que j'ai projeté également en Guilhem, dans lequel je vous invite à lire et trouver des liens entre le culturalisme et le développement de l'île. Justement, pour aller dans le sens de la totalité des réponses. Écoutez, merci à toutes et à tous.